Et je vous rappelle que vous êtes sur Radio Futé, sur le www.radiofutée.com et également sur les applications gratuites. Je voudrais revenir en tout cas avec notre invité d'honneur aujourd'hui, Raphaël Amzalag, à savoir, eh bien, à votre avis, quelles vont être les conséquences sur la politique israélienne face à tous ces attentats à Paris? Alors, la conséquence sur la politique israélienne, si on parle du rapport entre les deux États, il faut faire la part des choses. La première partie, c'est de savoir quelle va être et va-t-il y avoir une implication directe de l'État d'Israël dans la solution, dans l'objectif fixé par le président Hollande, à savoir attaquer l'État islamique. D'accord? Quelle est la part qu'on va prendre et va-t-il y avoir une part? La réponse à cela est claire. La politique de Benjamin Netanyahou est de combattre l'islamisme en Syrie et d'éviter de fournir aux composantes islamiques, en particulier aux composantes islamiques chiites, à savoir le Hezbollah et les Iraniens, d'accord, d'empêcher en fait les Iraniens de transférer au Hezbollah des armes qu'on appelle en fait des armes Chauver-Chivionne qui peuvent blesser l'équilibre des forces, on va dire, dans la région. C'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, d'après des sources non israéliennes, nous avons attaqué un des aéroports de Damas, des entrepôts qui contenaient plusieurs missiles. On parle souvent du S-300, qui est un système de missiles anti-aériens, d'une grande qualité, de fabrication russe, qui pourrait nous faire mal à l'hégémonie qu'on a sur l'espace aérien, euh, en tout cas syrien, pour ne pas dire sur l'espace aérien du Moyen-Orient. Donc ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que Israël va continuer sa guerre contre l'État islamique, mais Israël n'a aucun intérêt, d'après Benjamin Netanyahou, de déclarer une guerre ouverte à l'État islamique, qui pour l'instant se préoccupe de combattre d'autres ennemis qui ne sont pas moins meurtriers vis-à-vis des populations syriennes, à savoir Hafez el-Assad et ses alliés, d'accord, et à savoir le Hezbollah et les Iraniens. C'est-à-dire qu'on a là-bas une rencontre, un affrontement entre chiites et sunnites, et puis on a aussi au sein des composantes sunnites, j'allais dire, la relève de la garde, et je m'explique. Je disais tout à l'heure qu'un mouvement terroriste, lorsqu'on ne le contient pas, lorsqu'on ne le combat pas au quotidien, il grandit et ensuite il s'exporte. Eh bien, voyons voir. Le Al-Qaïda, c'est un mouvement qui s'est développé au sein d'un État qui était un État islamique, l'État des talibans, l'Afghanistan des talibans, et avec Oussama Ben Laden et Marshmo Veziro, les choses se sont développées. Lorsqu'ils sont arrivés à maturité, ils ont pu planifier, organiser et faire le 9/11, faire le 11 septembre. S'en est suivi quoi? S'en est suivi une guerre lancée par le président Bush contre l'État qui donnait accueil, la terre d'accueil de Oussama Ben Laden, la terre d'accueil de Al-Qaïda, et Al-Qaïda a été attaqué, a été traqué partout, sans cesse, sans relâche, en tout cas pendant les 8 ans de la présidence de Bush. La conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est qu'aujourd'hui, Al-Qaïda a encore des possibilités d'attaquer, mais ces possibilités d'attaquer sont moindres. Et on a vu plusieurs factions islamistes qui avaient juré fidélité à Oussama Ben Laden et à Al-Qaïda, qui ont maintenant juré fidélité à l'État islamique. Parce que pour pouvoir proliférer, l'idéologie fondamentaliste islamique a besoin d'être dans une dynamisme d'élargissement. À partir du moment où on essaie de la contenir, au final, elle implose. Elle implose. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus du tout dans une capacité de blesser ou d'attaquer, c'est-à-dire qu'on a rendu ces moyens d'attaque moins percutants. Et je vais donner un dernier exemple qui nous parle à nous, Israéliens. Pendant le mouvement terroriste, le Hamas, a été dirigé pendant des années par le Cheikh Ahmad Yassine, Imar Shemo, qu'on a essayé de liquider à maintes et maintes reprises, malheureusement sans succès. Au final, on l'a quand même eu. Et la majeure partie des attentats la vague d'attentats de 1996 ont été programmés, enfin
de ces vagues d'attentats-là ont été programmées par un ingénieur en chef du Hamas qui s'appelait Yihya Ayash. Il marchait mauvais zikro. Finalement, il a répondu au téléphone et son téléphone a fait sauter sa cervelle. C'était une des opérations les plus percutantes à cette époque-là de nos services de sécurité. Pourquoi je donne cet exemple? Parce que après cela, on a tué le second de Yihya Ayash, et le troisième, et le quatrième, et le cinquième, et le 10e. Et il faut savoir qu'un mouvement terroriste est basé sur des terroristes. Et si vous tuez les leaders avant qu'ils arrivent à se développer, si vous coupez la tête de la bête avant qu'elle puisse être agressive, vous limitez les impacts, vous limitez sa capacité de vous faire mal. Et aujourd'hui, on est devant une vague d'attentats au couteau en Israël, c'est vrai. Mais attention, les Palestiniens en question, les terroristes en question, n'ont que des couteaux. Ils n'ont plus de Kalachnikov, où ils ont des difficultés à les rentrer au sein d'Israël. Ça me fait... j'ai une pensée pour Donald Trump qui disait en direct sur le dernier débat des républicains, des primaires républicaines aux États-Unis, que les murs marchent. Demandez à Israël. Israël le prouve, les murs marchent. D'accord ? C'est vrai. Voilà. Donc, vous avez compris l'idée. Il faut couper les têtes. Et pour ce faire... Fermer les frontières. Il faut couper... Je parle ici au niveau international, au niveau français. On en a parlé un peu tout à l'heure. Mais juste un point supplémentaire. L'État islamique. Benjamin Netanyahou disait il y a 18 mois, pendant Tsouketan, que l'État islamique, c'était le même nombre de combattants que le Hamas. C'était la même envergure. Moi, je pense qu'il est bien renseigné, le Premier ministre de l'État d'Israël, au sujet des mouvements terroristes dans la région. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la plus grande puissance de feu du monde, à savoir l'OTAN, n'arrive pas à venir au bout de l'État islamique? La question, elle est simple. C'est que pour l'instant, ils ne veulent pas. C'est uniquement ça. Et c'est pour ça. Alors, vous avez parlé, pardonne-moi, Serge, vous avez parlé des renseignements que Bibi Netanyahou est si bien renseigné. Alors, à votre avis, pourquoi? Bon, on l'a vu ça sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, Serge, si c'est réellement la vérité. À savoir que directement, notre Premier ministre a proposé donc son aide au gouvernement français, à savoir pour les renseignements, pour les aider à lutter, bien sûr, contre le terrorisme et retrouver les terroristes. Et on aurait entendu dire que Hollande aurait refusé. Vous confirmez cette information? J'infirme, bien sûr que j'infirme cette information, pas parce que j'ai mes entrées à l'Élysée, j'ai mes entrées dans la Kiryat HaMemshala chez Benjamin Netanyahou. J'infirme cette information pour une raison qui est très claire. Le monde du renseignement, c'est un monde qui est complexe. Le monde du renseignement, c'est un monde qui est par définition extrêmement voilé. Et lorsque Benjamin Netanyahou déclare qu'il allait fournir des informations aux Français, c'est une offre qui est unidirectionnelle. Et dans le monde du renseignement, quand on vous offre une information, quand on vous offre un renseignement, vous ne le refusez pas. Vous le prenez et vous en faites ce que vous voulez et vous le transformez en matière à réflexion, en matière à pression, en matière à réaction, en matière à action, mais en aucun cas vous refusez de prendre l'information. Il ne faut pas qu'on s'y perde. La France est une puissance militaire forte. Elle est encore dans les 5 ou 6 plus grandes puissances de feu du monde. Il ne faut pas oublier cela. Elle a prouvé au Mali. Les troupes françaises au Mali ont réussi à rétablir le pouvoir qui était en place et à plaquer les fondamentalistes islamistes dans leur fief, alors même, et je précise, alors même qu'ils ne se basaient sur des éléments, alors même qu'ils étaient seuls dans le combat. Qui est parti combattre au Mali à part l'armée française? C'est justement ce que je voulais vous dire, Raphaël, rapidement. Vous avez dit que l'OTAN ne veut pas s'en occuper. Et c'est pour ça que je sens que la France, depuis une vingtaine d'années, en combattant l'islam, est vraiment seule. Alors, ce qu'on va faire... on va retrouver, en tout cas, on va proposer à nos internautes, parce que c'est vrai que cette émission est enregistrée par la vidéo.
Vous allez écouter en tout cas la réponse, chers auditeurs, tout de suite de Raphaël Amzalag avec un grand plaisir. En tout cas, juste après une petite pause musicale. Et pour les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, eh bien vous verrez une prochaine vidéo qu'on vous propose bien sûr sur le mur donc de Charles Benguigui, parce qu'on n'a pas tellement le choix, parce que vous savez que nous aussi malheureusement on a été attaqués. Il n'existe pas le mur sur les réseaux sociaux Radio Futé ni Futé Magazine. On est en contact avec la direction de Facebook, c'est l'occasion d'en parler et on essaye en tout cas très rapidement de rétablir. Mais je vous rassure, chers auditeurs et auditrices, l'écoute, l'audience en tout cas de nos émissions s'écoute sans aucun problème. Vous pouvez nous suivre sur le www.radiofutée.com mais également sur les applications gratuites iPhone et Android. Et on continue donc avec grand plaisir au niveau de cela. Je vous avais promis une petite pause musicale, c'est dès après.